bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Marie Shelley. J'ai envie de bailler. Attendez un instant, excusez-moi. Je crois que c'est pour me réveiller. Pardon. Donc, je reprends tout de suite la lecture. J'en étais au chapitre 10. Nous en étions au chapitre 10. Je vous dis à tout à l'heure et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À tout à l'heure. Chapitre 10. J'ai beaucoup de peine à me rappeler les premiers moments de mon existence. Tous les événements de cette époque ne se retracent à ma mémoire qu'avec confusion et en désordre. Une étrange multiplicité de sensations me saisit. Je vis, je touchais, j'entendis et je sentis à la fois, mais ce ne fut que longtemps après que j'appris à distinguer les opérations de mes divers sens. Je me souviens que, par degrés, une lumière plus forte agit sur mes nerfs et me força de fermer les yeux. L'obscurité qui vint à régner me troubla, mais à peine m'en étais-je aperçu qu'en ouvrant les yeux, comme je le suppose maintenant, la lumière vint de nouveau m'éclairer. Je marchais et je crois que je descendis, mais je remarquai dans ce moment que mes sensations subissaient un grand changement. Auparavant, des corps sombres et opaques m'avaient entouré sans que je puisse ni les toucher, ni les voir. Je vis alors que je pouvais errer en liberté, sans aucun obstacle que je ne pusse ou surmonter, ou éviter. La lumière devint de plus en plus oppressive pour moi, et la chaleur me fatiguant à mesure que je marchais, je cherchais un endroit pour être à l'ombre. Ce fut dans la forêt, près d'Egenstadt, que je me reposai de ma fatigue sur le bord d'un ruisseau, jusqu'à ce que, tourmenté par la faim et la soif, je m'éveillasse de mon assoupissement. Je mangeai quelques graines que je trouvais sur les arbres ou le sol. J'étanchai ma soif au ruisseau. Je m'étendis à terre et m'endormis. Tout me parut sombre autour de moi lorsque je me réveillai. L'air était froid et je fus presque effrayée, comme par instinct de me trouver ainsi isolée. Avant de quitter votre appartement, j'avais ressenti le froid et je m'étais couvert de quelques hardes, mais elles ne pouvaient suffire pour me protéger contre les rosées de la nuit. J'étais un malheureux sans appui et digne de pitié. Je ne connaissais rien et ne pouvais rien distinguer, mais, dominée par le chagrin qui me gagnait de toutes les manières, je m'assis et pleurai. Bientôt, une douce lumière brilla dans les cieux et me fit éprouver un sentiment de plaisir. Je me levai et vis un cercle rayonnant sortir du milieu des arbres. Je contemplais avec une sorte d'étonnement cet astre dont la marche était lente, mais dont la lumière éclairait ma route et j'allais de nouveau chercher des graines. J'avais encore froid, mais je trouvai par hasard sous un arbre un large manteau dont je me couvris. Je m'assis à terre. Aucune idée distincte n'occupait mon esprit. Tout était confus. Je sentais la faim, la soif, la lumière et l'obscurité. D'innombrables sons frappaient mes oreilles et des parfums divers mon odorat. Le seul objet que je pusse distinguer était la brillante lune sur laquelle je fixais mes yeux avec plaisir. Les jours
et les nuits s'étaient déjà succédé plusieurs fois, et l'astre de la nuit était considérablement diminué lorsque je commençais à démêler mes sensations les unes des autres. Je distinguais insensiblement le clair ruisseau où j'étanchais ma soif et les arbres qui m'ombrageaient de leur feuillage. Je fus dans l'enchantement d'avoir découvert qu'un son agréable, qui souvent frappait mon oreille, sortait du gosier de petits animaux ailés dont la masse innombrable avait bien souvent intercepté la lumière à mes yeux. Je commençais aussi à observer, avec plus de soin, les formes qui m'entouraient et à voir les limites de la brillante voûte de lumière qui me couvrait. Tantôt je cherchais à imiter les chants agréables des oiseaux, sans y réussir. Tantôt je voulais exprimer mes sensations à ma manière, mais je rendais des sons rudes et inarticulés dont j'étais effrayée, alors même que je ne les entendais plus. La lune avait cessé de paraître, mais j'étais encore dans la forêt quand son disque reparut, moins étendu. Pendant ce temps, mes sensations étaient devenues plus nettes et mon esprit recevait chaque jour de nouvelles idées. Mes yeux s'accoutumaient à la lumière. Je voyais les objets dans leur véritable forme. Je distinguais l'insecte de l'herbe et, par degrés, une herbe d'une autre. Le chant du passereau me sembla grossier, tandis que celui du merle et de la grive était doux et enchanteur. Un jour que j'étais transie de froid, je trouvai un feu qui avait été laissé par quelques mendiants vagabonds et dont la chaleur me réchauffa agréablement. Dans ma joie, je mis la main sur les braises ardentes, mais je la retirai sur le champ en laissant échapper un cri de douleur. Combien il me sembla étrange que la même cause produisit des effets si opposés. J'examinai les matières du feu et, à ma satisfaction, je m'aperçus qu'il était composé de bois. Je réunis promptement quelques branches, mais elles étaient humides et ne purent s'allumer. J'en fus affligée, et je m'assis en examinant de nouveau l'action du feu. Le bois mouillé que j'avais placé auprès se sécha et s'enflamma. Je réfléchis sur ce fait et, en touchant les branches, je découvris la cause et m'occupai à rassembler une grande quantité de bois que je mis à sécher et que je destinai à l'entretien du feu. La nuit vint, et le sommeil avec elle. J'eus la plus grande crainte que mon feu ne s'éteignît. Je le couvris avec soin de bois sec et de feuilles, au-dessus desquelles je plaçais des branches humides. J'étendis alors mon manteau, me couchai sur la terre et me livrai au sommeil. Réveillée dès le matin, j'eus pour premier soin de visiter le feu. Je ne l'eus pas plutôt mis à découvert qu'un léger vent l'enflamma bientôt. Ce fut une nouvelle remarque pour moi. Je fis avec des branches une espèce d'éventail pour rallumer les braises si elles étaient près de s'éteindre. Au retour de la nuit, je vis avec plaisir que le feu avait le double avantage d'éclairer et de chauffer, et que la découverte de cet élément m'était utile pour ma nourriture, car il me parut que quelques-uns des mets que les voyageurs avaient laissés étaient cuits et avaient bien meilleur goût que les graines que je cueillais aux arbres. J'essayai donc de préparer ma nourriture de la même manière, en la plaçant sur les charbons embrasés. Je vis que les graines étaient dépouillées par cette opération et que les noix et les racines en étaient bien meilleures. Cependant, la nourriture devint rare au point que je passais souvent la journée entière à chercher vainement quelques glands pour assouvir ma faim. Frappé par cette observation, je résolus de quitter le lieu que j'avais habité pour en chercher un où je pourrais plus facilement satisfaire le petit nombre de besoins que j'éprouvais. Dans cette émigration, je m'affligeais profondément de la perte du feu que le hasard m'avait présenté et que je ne savais comment rallumer.
Je passais plusieurs heures à réfléchir sérieusement à cette difficulté, mais je fus obligée d'abandonner tous les essais que je faisais pour la vaincre et, enveloppée de mon manteau, je m'enfonçais dans le bois en me dirigeant vers le soleil couchant. Je passai 3 jours à errer de cette manière, et enfin je découvris la campagne. La neige était tombée en abondance pendant la nuit précédente, et les champs étaient d'une blancheur uniforme. Cette vue me parut triste, et je sentis mes pieds glacés par la substance froide et humide qui couvrait la terre. 7 heures venaient de sonner. J'étais impatient de pourvoir à ma nourriture et de trouver un abri. Enfin, j'aperçus une petite cabane sur un terrain élevé. Elle avait sans doute été bâtie pour la commodité de quelques bergers. C'était un spectacle nouveau pour moi. J'en examinais la structure avec beaucoup de curiosité. La porte était ouverte. J'entrai. Un vieillard était assis près d'un feu, sur lequel il préparait son déjeuner. Au bruit qu'il entend, il se retourne, me voit, pousse un cri, sort de la cabane et court à travers les champs avec une rapidité dont il paraissait à peine capable à son apparence débile. Je fus un peu surpris de sa forme qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu et surtout de sa fuite. Mais je fus enchantée en regardant la cabane. La neige ni la pluie n'y pouvaient pénétrer. La terre était sèche et elle me présentait alors une retraite aussi délicieuse et aussi belle que semblait le pandémonium aux génies de l'enfer après leur souffrance dans le lac de feu. Je dévorais avec joie les restes du repas du berger, qui consistait en pain, en fromage, en lait et en vin. Mais sans être flattée de ce dernier objet, accablée par la fatigue, je m'étendis sur la paille et je m'endormis. Il était midi quand je me réveillai, excitée par la chaleur du soleil qui se réfléchissait avec éclat sur la terre couverte de neige. Je me déterminai à recommencer mes voyages. Je pris soin de placer les restes du déjeuner du paysan dans une besace que je trouvai et, pendant plusieurs heures, je poursuivis ma route à travers champs jusqu'à un village où je parvins au coucher du soleil. Je fus émerveillée. Des cabanes, d'agréables chaumières et d'élégantes maisons appelaient tour à tour mon admiration. Les végétaux dans les jardins, le lait et le fromage sur les fenêtres de quelques chaumières excitaient mon appétit. J'entrai dans l'une des plus apparentes, mais j'avais à peine franchi le seuil de la porte que les enfants jetèrent des cris et qu'une des femmes s'évanouit. Tout le village fut en l'air. Les uns se mirent à fuir, les autres à m'attaquer au point que, fortement meurtrie par les pierres et autres projectiles qu'on me lançait, je m'échappais dans la campagne et me réfugiais, emplie d'effroi, dans une petite cabane abandonnée et qui me paraissait bien chétive près des palais que j'avais vus dans le village. Cette cabane, cependant, était contiguë à une chaumière d'une apparence agréable, mais après l'expérience que je venais de faire, qui m'avait coûté si cher, je n'osais pas y rentrer. Le lieu qui me servait d'asile était construit en bois, mais il était si bas que je ne pouvais m'y tenir debout qu'avec peine. Le sol n'était pas recouvert d'un plancher, mais était très sec. J'avais l'avantage de pouvoir me garantir dans cette enceinte de la neige et de la pluie, malgré le vent qui y pénétrait par d'innombrables fentes. Dans cette retraite, je m'étendis à terre, heureux de l'avoir trouvée, quelque mauvaise qu'elle fût, contre l'intempérie de la saison et encore plus contre la barbarie des hommes. Dès le matin, je sortis de ma cabane pour voir la chaumière adjacente et examiner si je pouvais rester dans l'habitation que j'avais trouvée. Elle était adossée à la chaumière et entourée, sur les côtés qui étaient exposés, d'une étable à cochons et d'une source d'eau limpide. De l'autre côté, elle présentait une ouverture par laquelle j'étais entrée.
Je couvris alors de pierres et de bois toutes les crevasses par lesquelles je pouvais être aperçu, mais de manière à pouvoir les déranger dans l'occasion pour sortir. Je ne recevais la lumière que par l'étable, mais je n'avais pas besoin d'en recevoir davantage. Je venais de disposer ainsi mon habitation et de la garnir de paille fraîche quand je vis de loin la figure d'un homme. Je rentrai car je me souvenais trop bien du traitement que j'avais éprouvé la veille pour me mettre en son pouvoir. Cependant, j'avais pourvu à ma subsistance pour ce jour-là en enlevant un morceau de pain grossier. Je m'étais emparé aussi d'une coupe afin de boire plus commodément que dans ma main. L'eau pure qui coulait auprès de ma retraite. Du reste, j'étais à l'abri de l'humidité et je pouvais même éprouver quelque chaleur dans le voisinage de la cheminée, de la chaumière. Avec ces précautions, je résolus de résider dans cette cabane jusqu'à ce qu'une nouvelle circonstance me détournât de cette résolution. C'était vraiment un paradis en comparaison de la sombre forêt, ma première résidence, des branches à travers lesquelles je recevais la pluie et de la terre toujours humide. Je déjeunais avec plaisir. Après ce repas, j'allais enlever une planche pour puiser un peu d'eau lorsque j'entendis un pas. Je mis l'œil à une petite fente et je vis une jeune personne, un seau sur la tête, passer devant ma cabane. Elle était juvénile et gentille, différente de ce que m'ont paru depuis les villageoises et les servantes de ferme. Son vêtement était simple. Il se composait d'un jupon bleu et grossier et d'une jaquette de toile. Sa belle chevelure était tressée, mais sans ornement. Son visage avait l'expression de la souffrance et de la tristesse. Elle disparut, mais elle revint bientôt, portant le seau qui était alors presque rempli de lait. Au moment où elle passa, elle parut incommodée du fardeau. Un jeune homme, dont la figure exprimait le plus profond désespoir, vint au-devant d'elle, prononça quelques mots avec un air de mélancolie, prit le seau sur la tête de la jeune fille et le porta lui-même dans la chaumière. Elle le suivit et ils disparurent. Peu après, je vis le jeune homme, quelques outils à la main, traverser le champ derrière la chaumière. La jeune fille avait d'autres soins, tantôt dans la maison, tantôt dans la basse-cour. En examinant mon habitation, je reconnus qu'une des fenêtres de la chaumière en avait d'abord occupé une partie, mais les panneaux avaient été fermés avec du bois. Il y avait cependant dans un de ces panneaux une petite fente presque imperceptible et par laquelle l'œil pouvait à peine pénétrer. À travers cette fente, on distinguait une petite chambre très propre et très soignée, mais peu meublée. Dans un coin, près d'un petit feu, était assis un vieillard, la tête appuyée sur les mains, dans l'attitude de la douleur. La jeune fille était occupée à arranger la chaumière. Elle prit dans un tiroir un objet qui exigea le mouvement de ses mains et s'assit auprès du vieillard. Celui-ci tenait un instrument et en tira bientôt des sons plus doux que le chant de la grive ou du rossignol. Ce tableau était agréable, même pour moi, pauvre malheureux, qui n'avait jamais auparavant rien vu de beau. Les cheveux blancs et la physionomie bienveillante du vieillard commandaient le respect, en même temps que les manières douces de la jeune fille inspiraient l'amour. Il jouait un air doux et triste, et je vis des larmes couler des yeux de son aimable compagne. Le vieillard n'y prit garde que lorsqu'elle poussa des sanglots. Il prononça quelques mots auxquels la belle créature ne répondit qu'en laissant l'ouvrage et en tombant à ses pieds. Il la releva et sourit avec tant de bonté et d'affection que j'éprouvai des sensations d'une nature particulière et accablante. C'était un mélange de peine et de plaisir tel que je n'en avais encore jamais éprouvé, soit par la faim ou le froid, soit par la chaleur ou la satisfaction de manger. J'étais incapable de soutenir ces émotions. Je quittai la fenêtre. Bientôt après, le jeune homme revint, portant du bois sur ses épaules.
La jeune fille le reçut à la porte, aida à le décharger de son fardeau, apporta quelques morceaux de bois et les mit au feu. Le jeune homme la mena dans un coin de la chaumière et lui montra un grand pain et un morceau de fromage. Elle parut contente et s'empressa d'aller chercher dans le jardin quelques racines et quelques plantes qu'elle plaça dans l'eau puis sur le feu. Elle se remit ensuite à son ouvrage, pendant que le jeune homme alla dans le jardin, où il parut occupé à bêcher la terre et à planter les racines. 1 heure après, la jeune femme alla le rejoindre, et ils rentrèrent ensemble dans la chaumière. Pendant ce temps, le vieillard était resté pensif, mais à l'approche de ses compagnons, il prit un air plus gai. Ils se mirent à table. Le repas fut promptement terminé. La jeune femme fut encore occupée à arranger la chaumière. Le vieillard se promena dehors au soleil pendant quelques minutes, appuyé sur le bras du jeune homme. Rien ne pouvait surpasser la beauté du contraste qu'offraient ces deux excellentes créatures. L'un des hommes était vieux, avait des cheveux blancs et une physionomie qui respirait la bienveillance et la tendresse. La figure du jeune était douce et gracieuse et ses traits de la plus belle régularité. Cependant, ses yeux et son attitude exprimaient le plus profond chagrin et le désespoir. Le vieillard rentra dans la chaumière et le jeune homme, avec des outils différents de ceux dont il s'était servi le matin, dirigea ses pas à travers les champs. La nuit arriva bientôt, mais, à mon grand étonnement, je vis que les habitants de la chaumière avaient un moyen de prolonger le jour par l'usage des lumières, et je fus charmée de constater que le coucher du soleil ne mettait pas fin au plaisir que j'éprouvais à observer mes voisins. Pendant la soirée, la jeune fille et son compagnon se livrèrent à différentes occupations que je ne comprenais pas, et le vieillard reprit l'instrument qui produisit les sons divins qui m'avaient enchantée le matin. Dès qu'il eut cessé, le jeune homme se mit non pas à chanter, mais à prononcer des sons monotones qui ne ressemblaient nullement à l'harmonie de l'instrument du vieillard ni au chant des oiseaux. Je sus par la suite qu'il lisait à haute voix, mais alors je ne connaissais pas la science des mots ou des lettres. La famille donna quelques moments à ces différentes occupations, éteignit ses lumières et se retira, suivant mes conjectures, pour se livrer au repos. Chapitre 11. Je m'étendis sur la paille sans pouvoir dormir. Je pensais à tout ce dont j'avais été témoin pendant le jour. J'étais surtout frappée des manières douces de ces gens, et je désirais aller les trouver, mais je n'osais m'y résoudre. Je me souvenais trop bien du traitement que j'avais reçu le soir précédent de la part des barbares villageois, et je me déterminais, quelle que fût la conduite que je dusse tenir par la suite, à rester tranquille dans ma chambre, dans ma cabane, à observer et à essayer de découvrir les motifs qui dirigeaient leurs actions. Les habitants de la chaumière se levèrent le lendemain matin avant le soleil. La jeune femme arrangea la maison et prépara à manger. Le jeune homme partit après le premier repas. Cette journée se passa de même que la précédente. Le jeune homme était constamment occupé au dehors, la jeune fille à différents travaux dans l'intérieur. Le vieillard, que je reconnus bientôt, aveugle, passait ses heures de loisir avec son instrument ou en contemplation. Rien ne pouvait surpasser l'amour et le respect que les jeunes habitants montraient envers leur vénérable compagnon. Ils lui rendaient avec grâce tous les petits services d'affection et de devoir, et ils en étaient récompensés par son bienveillant sourire. Il n'était pas entièrement heureux. Le jeune homme et sa compagne se retiraient souvent à l'écart et avaient l'air de pleurer. Je ne connaissais pas le motif de leur malheur, mais j'en étais profondément affectée. Si ces aimables créatures étaient malheureuses,
Il était moins étrange que je le fusse, moi qui étais un être imparfait et isolé. Cependant, pourquoi ces êtres charmants étaient-ils malheureux? Ils possédaient une maison délicieuse, qui de moins était-elle à mes yeux. Ils n'éprouvaient aucun besoin. Ils avaient un feu pour les réchauffer lorsqu'ils ressentaient le froid, et des viandes exquises pour apaiser leur faim. Ils étaient couverts de hardes excellentes et, de plus, ils jouissaient de la société et de la conversation l'un de l'autre, en échangeant chaque jour des regards d'affection et de bonté. Que voulaient dire leurs larmes? Exprimaient-elles réellement la douleur? Je ne pus d'abord résoudre ces questions, mais une attention suivie m'expliqua sur la durée beaucoup de choses qui paraissaient d'abord énigmatiques. Il se passa longtemps avant que je découvrisse l'unique cause de l'inquiétude de cette aimable famille. C'était la pauvreté dont ils avaient à supporter toute l'horreur. Ils n'avaient d'autre nourriture que les végétaux de leur jardin et le lait d'une vache qui en avait fort peu pendant l'hiver et que ses maîtres pouvaient à peine soutenir. Il leur est arrivé souvent, je crois, de souffrir des atteintes poignantes de la faim, surtout aux 2 plus jeunes habitants de la chaumière qui, plusieurs fois, plaçaient à manger devant le vieillard sans se rien réserver. Ce trait de bonté me toucha sensiblement. J'avais l'habitude, pendant la nuit, de dérober une partie de leurs provisions pour ma propre consommation, mais touché de la peine que je faisais à ces excellentes gens, je cessai et me nourris de graines, de noix et de racines que je cueillais dans un bois voisin. Je découvris aussi d'autres moyens de les aider dans leurs travaux. Je vis que le jeune homme passait une grande partie de ses journées à ramasser du bois pour le feu de la famille. Pendant la nuit, je prenais souvent ces outils dont je connus bientôt l'usage, et je rapportais assez de bois pour la consommation de plusieurs jours. Je me souviens que, la première fois, en ouvrant la porte le matin, la jeune femme parut très étonnée de voir une grande pile de bois. Elle dit quelques mots à haute voix, et le jeune homme accourut, exprimant aussi sa surprise. Je remarquai avec plaisir qu'il n'alla pas à la forêt ce jour-là, mais qu'il le passa à réparer la chaumière et à cultiver le jardin. Peu à peu, je fis une découverte d'un intérêt encore plus grand. Je vis que ces personnes avaient une manière de se communiquer leurs idées et leurs sentiments par des sons articulés. Je m'aperçus que leurs paroles étaient suivies du plaisir ou de la peine, du sourire ou de la tristesse, tantôt dans l'esprit, tantôt sur la physionomie de ceux qui les entendaient. Je les croyais doués d'une science divine que je désirais ardemment apprendre, mais j'étais déconcertée à chaque essai que je tentais. Leur prononciation était vive, et les mots dont ils se servaient n'ayant aucune concordance apparente avec les objets visibles, je ne pouvais trouver aucun moyen d'éclaircir le mystère de leur rapport. Cependant, à force de persévérance et après avoir vu dans ma cabane plusieurs phases de la lune, je découvris les noms qui convenaient à quelques-uns des objets les plus familiers du discours. J'appris à appliquer les mots feu, lait, pain et bois. J'appris aussi les noms des habitants de la cabane eux-mêmes. Le jeune homme et sa compagne avaient chacun plusieurs noms, mais le vieillard n'avait que celui de père. La jeune fille s'appelait sœur ou Agathe, et le jeune homme Félix, frère ou fils. Je ne saurais décrire le plaisir que j'éprouvais en connaissant les idées appropriées à chacun de ces sons et en parvenant à les prononcer. Je distinguais plusieurs autres mots sans pouvoir les comprendre ou les appliquer, tels que bon, très, cher, malheureux. Je passais l'hiver ainsi. Les habitudes douces et la beauté des habitants de la chaumière me les rendaient chères. Étaient-ils dans l'affliction? Je me sentais affligée. Étaient-ils contents? Je sympathisais avec eux.
Je vis peu d'autres personnes que celles dont je vous parlais. Si des étrangers entraient dans la cabane, leur manière dure et leur air grossier ne servaient qu'à relever à mes yeux la supériorité de mes amis. Le vieillard, je pus le voir, essayait souvent d'encourager ses enfants, et quelquefois il les appelait pour bannir leur tristesse. Il leur parlait avec un air de gaieté, une expression de bonté qui me faisait plaisir à moi-même. Agathe écoutait avec respect, ses yeux se remplissaient parfois de pleurs qu'elle cherchait à cacher, mais en général, sa figure et son ton étaient plus gais après les exhortations paternelles. Il n'en était pas de même de Félix. Il était toujours le plus triste du groupe et, malgré l'inexpérience de mes sens, il me parut avoir plus souffert que ses amis. Mais si son air était plus chagrin, sa voix était plus joyeuse que celle de sa sœur, surtout quand il s'adressait au vieillard. Je pourrais rapporter des exemples sans nombre, qui ne sont pas importants mais qui peignent le caractère de ces aimables habitants. Au milieu de la pauvreté et du besoin, Félix aimait apporter à sa sœur la première petite fleur blanche qui perçait la neige. Le matin de bonne heure, avant le lever d'Agathe, il balayait la neige qui obstruait le chemin de la laiterie, tirait de l'eau du puits et portait le bois qui était au dehors de la maison, où, à son étonnement continuel, il trouvait une provision toujours faite par une main invisible. Pendant le jour, il lui arrivait de travailler pour un fermier voisin. Du moins je l'ai pensé, en le voyant sortir souvent et ne revenir que pour dîner et sans porter de bois avec lui. D'autres fois, il travaillait dans le jardin, mais il y avait peu à faire dans la saison de la gelée, alors il lisait pour le vieillard et Agathe. Cette lecture m'avait d'abord extrêmement embarrassée, mais peu à peu, je reconnus qu'il prononçait en lisant les mêmes sons que ceux dont il faisait usage en parlant. J'en tirai la conséquence qu'il trouvait sur le papier des signes pour des paroles dont il avait le sens. Je désirais vivement les connaître. Mais comment le pouvais-je, moi qui ne comprenais même pas les sons que marquaient les signes? Cependant, je fis des progrès sensibles dans cette science. Pourtant, je n'en fis pas assez pour suivre aucune sorte de conversation, malgré mon application et mes efforts. J'étais portée à ce travail par le désir de me découvrir aux habitants de la chaumière et par la nécessité de n'en faire l'essai qu'après avoir appris leur langage. Certain que, si je parlais comme eux, je les effraierais moins de la difformité de ma figure, dont j'avais eu connaissance par le contraste que j'avais continuellement sous les yeux. J'avais admiré les formes accomplies de mes voisins, leur grâce, leur beauté et leur teint délicat, mais combien je fus effrayée quand je me vis dans une eau transparente. Je reculai d'abord, me refusant à croire que je me fusse réfléchie dans ce miroir, convaincue enfin que j'étais en réalité le monstre qui est devant vous. Je fus pénétrée du plus profond désespoir et de la mortification la plus cruelle. Hélas, je ne connaissais pas encore les funestes effets de cette difformité. Le soleil devint plus chaud et la lumière du jour plus longue. La neige disparut. Les arbres cessèrent d'en être couverts et la terre reprit une couleur noire. Dès lors, Félix eut beaucoup d'occupations et ces braves gens ne furent plus exposés à l'horrible famine dont ils étaient menacés. Leur nourriture, comme je le remarquai ensuite, était grossière mais abondante. Ils mangeaient suivant leurs besoins. Plusieurs nouvelles espèces de plantes vinrent dans le jardin qu'ils cultivaient, et ces gages de consolation se multipliaient chaque jour à mesure que la saison avançait. Le vieillard, appuyé sur son fils, se promenait tous les jours à midi lorsqu'il ne pleuvait pas, car j'entendais dire qu'il pleuvait quand le ciel versait ses eaux. La pluie tombait souvent, mais un vent qui s'élevait séchait promptement la terre, et la saison devint enfin bien plus agréable qu'elle n'avait été.
Mon genre de vie dans la cabane était uniforme. Le matin, je suivais les mouvements de mes voisins et, dès qu'ils se dispersaient pour leurs diverses occupations, je dormais. Je passais le reste du jour à observer mes amis. Lorsqu'ils s'étaient retirés pour se livrer au repos, j'allais dans la forêt, s'il y avait clair de lune ou si la nuit était étoilée, chercher ma nourriture et du bois pour la chaumière. À mon retour, il était souvent nécessaire que je balayasse la neige qui était sur leur chemin. Je faisais aussi tous les autres travaux auxquels j'avais vu Félix se livrer. Je remarquais ensuite leur étonnement sur ces travaux exécutés par une main invisible et, une ou deux fois, je les entendis dans cette occasion prononcer les mots « bon génie, miracle », mais je ne comprenais pas alors la signification de ces termes. Mes pensées devinrent plus actives. J'étais impatient de découvrir les motifs et les sentiments de ces aimables créatures. Je cherchais à savoir pourquoi Félix paraissait si malheureux et Agathe si triste. Je croyais insensé que j'étais, que je pourrais rendre le bonheur à ces êtres qui le méritaient si bien. Pendant mon sommeil, ou loin d'eux, les formes du vénérable aveugle, de la douce Agathe et du bon Félix se présentaient à mon esprit. Je les regardais comme des êtres supérieurs qui devaient être les arbitres de ma destinée future. Mon imagination se figurait le moment où je me présenterais devant eux et l'accueil qu'ils me feraient. Je pensais qu'ils supporteraient difficilement le premier abord, mais que, par une conduite douce et des paroles conciliantes, je pourrais gagner leur faveur et ensuite leur amour. Ces pensées me réjouirent et m'animèrent d'une nouvelle ardeur. Je m'appliquais à apprendre à parler. Mes organes étaient rudes, il est vrai, mais souples. Ma voix ressemblait fort peu à la douce musique de leurs intonations, mais elles prononçaient avec assez de facilité les mots que je comprenais. Les ondées favorables et la chaleur vivifiante du printemps changèrent beaucoup l'aspect de la terre. Les hommes, qui avant cette métamorphose avaient paru cachés dans des souterrains, se dispersèrent pour s'adonner à différents genres de culture. Les chants des oiseaux furent plus gais et les feuilles commencèrent à garnir les arbres. L'heureuse, heureuse terre, qui un moment auparavant était froide, humide et malsaine, était digne d'être habitée par des dieux. Mes esprits étaient transportés par cet aspect enchanteur de la nature. Le passé fut effacé de ma mémoire, le présent était tranquille, et l'avenir s'embellissait des rayons brillants de l'espérance et de 1000 joies anticipées. C'est la fin du chapitre 11. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas si je chante une petite chanson. Je ne crois pas, non. Ce n'est pas la bonne journée, mais bientôt peut-être, sans doute, sûrement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle nuit. Surtout faites de vos rêves. Ou alors passez une nuit très calme et sereine, paisible. Reposez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.